Et bonsoir à toutes et à tous. C'est le premier live qu'on fait à partir de la France aujourd'hui sur la situation de la crise sanitaire et particulièrement sur les implications que ça a sur la situation française et sur la lutte des classes en France. Alors, ce live est organisé par les sections belges, suisses et françaises de la tendance marxiste internationale. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est une organisation marxiste mondiale présente dans une quarantaine de pays à travers le monde, sur tous les continents. Et moi-même, je m'appelle Hubert Prévost et je suis un militant de Révolution et membre du comité de rédaction du journal Révolution en France. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, des perspectives et des mesures que nous proposons, c'est bien de replacer la situation, se replacer dans la situation mondiale. Euh, Parce que si on revient un peu plus d'un mois en arrière, quand on commençait à parler sérieusement de la pandémie, euh, on a constaté un effondrement des marchés boursiers mondiaux. Ce sont en une semaine, sur la dernière semaine de février, environ 5 000 milliards de dollars qui se sont évaporés en une semaine. C'est une chute gravissime. Mais est-ce que cette chute est essentiellement causée par l'arrivée ou l'imminence de cette pandémie? De notre point de vue, non. Disons que c'est un événement déclencheur important. Mais ce qu'il faut replacer, c'est que depuis la crise financière de 2008, ou plus exactement la crise de surproduction qui s'est manifestée à travers la crise de subprime, euh, c'est que l'ensemble du système a tenté d'être sauvé à coup de grands renflouements d'argent public dans les banques, dans les principales banques du monde. Ça n'a pas résolu la problématique de cette crise organique du système capitaliste, mais ça s'est simplement transféré, ce problème de ces immenses dettes, sur les États, à tel point qu'on est arrivé à une situation au niveau mondial, de l'ensemble du PIB mondial, de ce qui est produit dans le monde, à un taux d'endettement de 300%. En gros, on a consommé pour les 3 années à venir ce qui est produit en une année. Et c'est une situation qui ne peut pas tenir indéfiniment. On ne peut pas avoir une situation où le crédit serait infini. Et on expliquait ça depuis assez longtemps dans les perspectives développées par la tendance marxiste internationale, qu'un événement, un incident, pouvait déclencher une crise de surproduction, une crise gravissime, beaucoup plus importante que la crise de 2008. Et la crise sanitaire, avec la pandémie, a été le déclencheur de cette situation. Et en retour, euh, cette crise sanitaire était déjà aggravée, ou du moins déjà biaisée par cette crise économique, qui en retour aggrave la crise sanitaire. Et on n'est seulement qu'au début de cette crise sanitaire, qui connaîtra vraisemblablement une fin, à une date que l'on ignore totalement. Mais par contre, ce n'est que le début d'une crise économique d'importance. Alors c'était bon de préciser ça pour voir dans quelle situation se trouve le gouvernement Macron, comme la plupart des gouvernements de par le monde. C'est un gouvernement qui a été élu et qui, depuis son élection, euh, essentiellement n'a été élu que pour un gouvernement de combat pour rétablir les marges de profit ou renforcer les marges de profit des secteurs capitalistes. Et on a pu le constater ces 2-3 dernières années, et les gouvernements précédents ont leur part, mais Macron a bien accéléré les choses. Ce sont des attaques très importantes contre les acquis sociaux, contre l'ensemble des travailleurs, et qui bien sûr ont généré des luttes et des réactions que vous connaissez. D'abord ça a été la loi travail, les lois travail, les attaques contre les plus pauvres, la baisse des allocations logement, l'attaque plus récente l'année dernière contre le système des retraites, etc. En parallèle des cadeaux pour les riches, la suppression de l'impôt sur la fortune, et toutes sortes de cadeaux fiscaux. Ça a eu
un impact sur les luttes. On a connu ce long mouvement des Gilets jaunes, qui, dont les prémices, objectifs sont toujours là. Ça a été des luttes très importantes dans les hôpitaux, je vais y revenir. On a eu les mobilisations des cheminots avec cette grande grève qui a duré le mois de décembre et qui s'est prolongée jusqu'au mois de janvier. Et Macron, dans cette situation donc, où la pandémie arrive, commence, fin février, début mars encore, à relativiser le risque de pandémie en faisant comprendre que tout était sous contrôle. Et puis il réalise tout à coup que la situation est grave, mais ça ne les empêche pas d'organiser les élections municipales, mi-mars, alors qu'on parlait déjà, tout le monde parlait déjà de confinement. Ça a eu un impact assez important pour renforcer évidemment la diffusion de ce virus, son expansion. Et puis, le lendemain, effectivement c'est grave, là on commence à annoncer les mesures de confinement, et bien sûr pas de deuxième tour pour les élections municipales. Et tout le monde constate, les personnels de la santé l'avaient déjà constaté, mais tout le monde constate que l'hôpital était déjà dans une crise avant la crise sanitaire, très importante. L'idée c'était le lean, en gros l'application du lean engineering, c'est-à-dire production en flux tendu, enfin un fonctionnement d'entreprise en flux tendu, des fermetures de lits. Si les chiffres sont justes, il y a eu environ entre 2013 et 2018 quelque chose comme 14 000 lits qui ont été fermés dans les hôpitaux. C'est aussi un manque criant de moyens, de personnel, et évidemment une pression colossale au travail. Une situation critique que vivait déjà l'hôpital avant l'arrivée de la pandémie. Et pendant cette période, pendant ces luttes, ou quand les syndicats de personnel soignant, de médecins venaient s'en plaindre, évidemment, Macron répondait, et son gouvernement, par le mépris, par le silence, mais également aussi par la répression. On a vu tourner, on voit encore tourner ces photos ou ces vidéos d'infirmières, d'aides-soignants qui se font matraquer par la police. Et en fait, ce sont les mêmes qui soignent aujourd'hui, qui ont été réprimés, matraqués hier. Et aujourd'hui, c'est, applaudissez ces héros. On a à peu près tous les jours, que ce soit le ministre de la Santé, Macron ou le Premier ministre, c'est soutenez nos héros, tandis que derrière, ils ne font rien, en tout cas pas grand-chose, et que leurs décisions sont totalement erratiques, allant d'ordre en contre-ordre, disant que les masques sont absolument nécessaires, puis disant que ça ne sert à rien, disant qu'on ne va pas avoir beaucoup de confinement, et puis finalement faire du confinement. Dans l'éducation nationale, on parle maintenant d'un arrêt de confinement entre mai et septembre. Enfin, je ne vais pas citer toutes les mesures que vous connaissez, que vous connaissez déjà. Mais Macron, pour tenter de se dépêtrer de cette situation, dans un premier temps, a fait cet appel à l'union nationale. Il fallait tous se resserrer derrière le chef de guerre, comme si on partait en guerre. Donc il fallait une union nationale. Alors bien sûr, si on fait le parallèle avec l'histoire, cette union nationale avait surtout pour but de masquer les intérêts divergents, les intérêts de classe qu'il y avait derrière ces guerres. Alors bien sûr, ce n'est pas la même nature de la guerre, mais en tout cas, ces intérêts divergents, ces contradictions entre les classes existent encore et sont de plus en plus visibles en réalité. D'ailleurs, une des premières choses qu'il a fait, c'est d'abord de débloquer 300 milliards d'euros comme première préoccupation, pas tellement pour répondre à la crise sanitaire immédiatement, mais d'abord pour tenter de rassurer les marchés et les secteurs capitalistes pour maintenir la confiance, si tant est qu'il puisse y en avoir encore. Du point de vue des travailleurs, ça nous étonnerait beaucoup, mais du point de vue des capitalistes, c'est pas gagné non plus. En tout cas, ce qui a été constaté par ailleurs, c'est qu'absolument rien n'a été anticipé, alors que des alertes, ici ou là, les années passées ont été données sur le risque d'une pandémie. On se retrouve sans aucun moyen de tester les personnes qui pourraient être touchées, ou sans parler de l'ensemble de la population. Ils peinent maintenant même à tester les personnels soignants, ils sont obligés de faire un tri là-dessus selon les personnels soignants.
il n'y a pas de masque, on nous l'a promis, puis finalement il n'y en a pas, puis ils vont venir, etc. Pas assez de matériel de réanimation, pas assez de personnel, et une situation critique que je ne vous décris pas, puisqu'elle est là tous les soirs, toute la journée sur les plateaux de télévision. Il était évident que dans cette situation, le confinement était leur seule solution, jusqu'à ce que ça se tasse. Donc on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et en attendant, le gouvernement a surtout trouvé le moyen de pointer la responsabilité individuelle. Vous ne respectez pas le confinement, alors on va envoyer la police qui va vous mettre des contraventions. Près de 400 000 contraventions ont été données jusqu'à présent. Mais ce qui est incroyable, c'est que ces policiers, évidemment, vont faire ces contrôles sans protection. D'ailleurs, les syndicats de police s'en plaignent eux-mêmes, sans équipement, et deviennent eux-mêmes un vecteur de contamination. Et c'est une situation, je disais, complètement erratique. Le confinement, évidemment, là-dedans, était mal compris, surtout quand on voyait non, non, mais c'est bon, vous pouvez aller voter, il n'y a pas de risque si vous gardez 1 mètre de distance, vous pouvez aussi aller faire votre jogging, etc. Et puis ensuite, des durées de confinement absolument. Enfin, c'est le plein, le brouillard complet. Mais alors que c'est encore le brouillard, il parle aujourd'hui, enfin ces derniers jours, le Premier ministre a été auditionné hier, sur un déconfinement graduel. Essentiellement, cette prise de parole de dire qu'on va commencer à réfléchir à déconfiner, évidemment, un déconfinement doit avoir lieu, mais c'est essentiellement pour rassurer le business, en réalité, se dire mais ça va reprendre, vous inquiétez pas. J'en viens d'ailleurs sur une autre question oui, c'est sur la question des productions non essentielles. Dans sa première allocution, Macron et le gouvernement, voilà, il faut interrompre les productions non essentielles. Mais où est-ce que s'arrêtent ces productions non essentielles? Je crois que la CGT a sorti une liste de ce qui était essentiel ou non essentiel. On a du mal à s'y retrouver, à tel point que le patronat, lui, continue de toute façon à travailler. Un petit exemple, moi je vous parle de Toulouse, donc c'est une place forte de l'aéronautique. Produire des avions alors que tous les aéroports quasiment sont à l'arrêt, que les compagnies aériennes font faillite, et même indépendamment de ça, produire des avions, produire des voitures, et en quoi c'est essentiel maintenant. Et pourtant, ils veulent faire reprendre le travail, ils font reprendre le travail. On a même des patrons qui disent des choses hallucinantes. Ils disent, mais attendez, tentant d'intimider les travailleurs, qui leur disent, mais attention, si vous n'avez pas le choix, quoi. Soit vous choisissez de mourir de faim, en n'allant pas travailler, ou bien de mourir du coronavirus. Bref, il faudra bien mourir un jour ou l'autre, donc retournez bosser. Et on le voit, ça transparaît, cette façon d'appréhender le sujet. Dans les mesures d'urgence sanitaire, ils se sont empressés d'aggraver l'exploitation des travailleurs. On va pouvoir aller faire jusqu'à 60 heures par semaine, faire du travail de nuit, réduire la période de repos entre 2 journées de travail, et rien, quasiment rien, sur un plan ambitieux pour l'hôpital, pour la santé. C'est une situation, donc, avec ces quelques exemples pour la France, qui est valable pour tous les pays capitalistes avancés, sans même parler des pays où il n'y a aucune infrastructure sanitaire, où les gens sont très pauvres. Mais c'est une autre question. Juste un petit point sur les perspectives maintenant concernant l'Union européenne, et qui se décline à tous les autres pays. C'est que, ou du moins à différents degrés, ces pays se retrouvent dans une situation similaire, plus ou moins préparés. On voit carrément moins préparés en ce qui concerne l'Italie ou l'Espagne, un peu plus anticipé sur l'Allemagne, mais ça change pas grand-chose à la problématique de fond et à ce qui se distingue derrière. La perspective, c'est d'une dislocation de l'Union européenne, de son espace, de l'espace Schengen, et une remontée des tendances protectionnistes. En gros, c'est le chacun pour soi, pour chaque État-nation, pour chaque classe capitaliste dépendant de chaque État-nation. Et d'ailleurs, on voit bien jusqu'où va cette coopération, c'est-à-dire rien n'a été fait pour aider l'Italie. Et on voit aujourd'hui différents pays, les États-Unis, mais moi, juste en s'arrêtant sur la France,
qui a été saisir du matériel médical et des masques qui étaient en partance pour l'Espagne, je crois, ou pour d'autres pays. Et donc chacun s'arrache de manière totalement désordonnée les différents moyens pour sortir de cette crise le plus vite possible et redevenir compétitif derrière. Bien sûr, cette tentative d'échapper à la crise s'avérera totalement impuissante. En revanche, ce qui va venir derrière, ce sera une longue cure d'austérité dans tous les domaines. Et les cures d'austérité, ou du moins toute la période d'austérité qu'on a vécue sur la dernière décennie, va faire pâle figure par rapport à la cure d'austérité qui va être amenée. Alors sur les perspectives pour la France, on savait déjà, on voyait déjà des contradictions sociales, une accumulation, un bouillonnement, une effervescence de lutte. Mais la colère qui était là ne va pas s'effacer, au contraire, cette colère grandit chaque jour qui passe de confinement, où des leçons vont être tirées de cette situation dramatique. Et Macron, enfin la classe dirigeante essaie de se dédouaner. Macron a dit, c'est une citation, « Toutes celles et ceux qui cherchent déjà à faire des procès alors que nous n'avons pas gagné la guerre sont irresponsables. » Mais là aujourd'hui, ce sont des millions de Français irresponsables qui voient tous les jours, qui font les procès des authentiques responsables de cette immense débâcle qui se tient jour après jour. Mais ce qui est intéressant, donc, c'est l'impact que ça a social et l'impact aussi sur le mouvement des travailleurs, sur le mouvement syndical et politique. Évidemment, les questions de nationalisation font surface. Il y a une immense pression qui s'accumule chez les travailleurs et qui surgit, où ils veulent prendre les choses, de plus en plus de travailleurs veulent prendre les choses en main. Vous avez peut-être entendu, vous entendrez encore parler de l'usine Luxfer, qui est une usine qui a la possibilité de fabriquer des bonbonnes d'oxygène. Il y a une campagne pour sa nationalisation, sa renationalisation, pour pouvoir fournir du matériel médical. Et ce sont des aspects positifs, on va dire, de la situation, parce qu'on commence à reparler effectivement de ce qui est nécessaire. On entend dans la CGT parler de nationalisation, dans les partis politiques aussi, de gauche réformiste ou radicale. On entend Mélenchon qui parle de planification et qui met l'accent aussi sur le pouvoir des travailleurs, ou sur la capacité des travailleurs à se mobiliser, à savoir ce qui est nécessaire pour la société pour sortir de cette situation. Donc ça, c'est évidemment un point très positif. Mais ça reste encore assez flou sur ce qui est présenté concrètement, de quelle nationalisation on parle. Parce que bien sûr, on a en mémoire les nationalisations qui ont eu cours en 1981 sous Mitterrand, qui ont été en réalité des étatisations, qui ont permis de renflouer largement les capitalistes de ces secteurs, où finalement ces nationalisations, ces entreprises nationalisées ou ces banques nationalisées continuaient de se conduire comme n'importe quelle entreprise capitaliste. Il y a la question, évidemment, on ne veut pas nationaliser. Beaucoup de gens disent, mais attendez, les nationalisations, mais qu'est-ce que ça signifie? On ne veut pas nationaliser les pertes après avoir privatisé les profits. Bref, il y a toutes sortes de questions qui se posent. Mélenchon aussi faisait référence aux planifications entamées par le général de Gaulle, mais bon, sous le général de Gaulle, le contrôle ouvrier n'était pas vraiment présent dans ces nationalisations. Peut-être on développera ça dans un article ultérieurement sur ces nationalisations, mais on est dans un contexte totalement différent, de période de croissance importante, où le rapport de force entre les classes et la lutte des classes était assez intense à l'issue de la guerre. Et puis, il y a des périodes où, pour le secteur capitaliste, couper quelques branches pour l'intérêt de l'ensemble des capitalistes, c'est quelque chose qui s'entend. C'est-à-dire que ces nationalisations, il ne faudrait pas croire que tout à coup, on a Macron, où la classe capitaliste aurait compris, ça y est, on devient des bolcheviks, on va tout nationaliser. Et puis une petite remarque sur la question de nationalisation. Nationalisation notamment du secteur bancaire ne signifie pas nécessairement que tout va être exproprié. À quoi sert la nationalisation? C'est la nationalisation du secteur bancaire. Nous,
ce qu'on revendique, c'est que le secteur bancaire soit nationalisé, intégré en un seul même organisme des crédits, de même que le secteur assurantiel, au moins pour avoir une connaissance globale et un contrôle de l'État sur ce qui est produit, sur les richesses qui sont accumulées, parce qu'aujourd'hui c'est l'opacité et le mensonge qui règne au niveau des richesses réellement créées, parce que les capitalistes finissent toujours par sortir de cette crise. Alors nous, notre programme là-dessus, en tout cas on a 5 points qu'on a développés qui nous semblent importants et immédiatement, qui devraient être débattus dans le mouvement ouvrier, dans les partis politiques de gauche, et en particulier dans les syndicats. Premièrement, en ce qui concerne les entreprises non essentielles. Toutes les entreprises non essentielles doivent suspendre leurs activités pour juguler le plus rapidement possible l'expansion de la pandémie. Mais les travailleurs doivent toucher l'intégralité de leur salaire, et la question aussi est quelles sont les entreprises essentielles et non essentielles dont je parlais tout à l'heure. Cette décision, en fait, de ce qui est essentiel ou non essentiel, ce sont les travailleurs eux-mêmes, avec leurs organisations syndicales, qui peuvent le déterminer et qui peuvent dire ce qui est essentiel ou pas. Pas comme le gouvernement qui prétend ne pas le savoir et exhorte les capitalistes à ne pas donner de dividendes ou à faire un effort pour produire, etc. Et puis il y a la question évidemment du contrôle de toutes ces opérations. Dans les entreprises et les services qui ne peuvent pas fermer, ce sont les syndicats et les travailleurs qui doivent prendre le contrôle des opérations. C'est eux qui doivent décider de l'organisation du travail, de la rotation des effectifs, du temps de travail, des horaires d'ouverture au public, des embauches, etc. En gros, c'est l'aspect du contrôle ouvrier, du contrôle de ceux qui produisent sur leur propre instrument de production, qui doit être la loi. C'est ça notre point de vue là-dessus. Sur la question de l'industrie pharmaceutique et des cliniques privées, pour nous, elles doivent être toutes nationalisées, centralisées, pour pouvoir répondre au mieux à la demande. Il y a toutes sortes d'exemples d'aléas complètement hallucinants pour savoir où sont les masques, où est le matériel, où est-ce qu'il y a des lits de libre, où est-ce qu'il y a des blocs opératoires, etc. Il n'y a pas de centralisation dessus. C'est en gros, le gouvernement fait comme si la main invisible du marché allait continuer. Mais le marché va s'intéresser à ça s'il y a un bénéfice à faire, sinon il ne le fera pas. Et bien sûr, tous les sous-traitants de ces secteurs et tous les salariés de ces secteurs doivent être intégrés au secteur public. Et c'est ainsi qu'on pourra vraiment produire de manière rationnelle tout le matériel médical dont on a besoin, les masques, les blouses, les gels, etc. Et puis aussi, là-dessus, un plan massif d'embauche devrait être lancé immédiatement, quoi. Un plan hôpital digne de ce nom dont le gouvernement ne veut pas entendre parler. Une autre question assez importante, c'est la question des logements et du logement privé, notamment les hôtels, etc., qui peuvent et doivent être convertis en hôpitaux, être réquisitionnés pour ça, mais également aussi pour tous ces gens sans domicile, migrants, qui sont laissés totalement à l'abandon dans cette situation. Enfin, il y a la question de la distribution de la nourriture. On ne sait pas jusqu'où cette situation va aller, mais elle doit être garantie à tous ceux qui n'ont pas les moyens d'en acheter ou de se déplacer. Alors, il y a quelques mesures qui sont prises ici ou là, mais ça reste pour le moins erratique. Mais aussi, les prix qui commencent à fluctuer, qui commencent à augmenter, doivent faire l'objet d'un contrôle strict pour éviter donc toute spéculation. Et tous ces grands mastodontes de la distribution, Carrefour, Leclerc et compagnie, doivent être nationalisés et placés sous le contrôle démocratique de leurs salariés. Après tout, leur fonction sociale est de mettre à la disposition du grand public des biens de première nécessité, de consommation. Et il n'y a pas de raison que ça ne soit pas un service public, ce qui permettrait aussi à tous les producteurs et les petits producteurs d'avoir un débouché, plutôt se retrouver coincés dans cette situation face à la concurrence des gros producteurs qui fournissent la grande distribution. Enfin, un dernier point, toutes les grandes
entreprises, donc menacées de fermeture, il va y en avoir, doivent être nationalisées également. Toutes les petites entreprises en difficulté, les TPE, doivent être aussi soutenues financièrement par l'État. Mais bien sûr, toutes ces nationalisations, pour y voir clair, comme je disais tout à l'heure, ne peuvent pas se faire sans la nationalisation de l'ensemble du secteur bancaire, fusionné et centralisé en un seul et même banque publique d'État. Et au passage, on en profite aussi, bien sûr, pour taxer les riches, les foyers les plus riches. C'est 1% de capitalistes qui contrôlent une large part des richesses. C'est eux qui sont responsables, après tout, de la crise actuelle. C'est leur système qui est responsable de ces crises convulsives et de cette crise particulièrement grave. Et au moment où on a besoin de soigner des gens, de se sortir de cette situation, c'est cruel. Ils sont responsables, c'est eux qui doivent en payer les frais, parce que leur système est cruel. Voilà, je vais conclure, ça fait déjà pas mal de temps que je parle. Nous défendons les idées du marxisme. Ces idées pouvaient paraître exagérées, ou en tout cas, elles ont nagé à contre-courant pendant longtemps, et laissant la place aux idées réformistes, qui pensent qu'on peut réguler le système capitaliste. Je n'ai pas le temps de développer là-dessus, mais c'est pas le cas. Ces idées donc qui paraissaient exagérées, qui le sont encore certainement pour un grand nombre de gens en tout cas, ces idées, ce sont les idées qui correspondent à la situation, qui sont réelles, c'est-à-dire qui non seulement peuvent l'anticiper, l'expliquer, mais aussi fournir une alternative rationnelle, démocratique. C'est ça le socialisme, c'est-à-dire c'est la démocratie de ceux qui produisent les richesses, qui savent comment les organiser et comment on doit les produire au mieux. Donc je dirais, intéressez-vous sérieusement à ces idées, elles en valent la peine. Et soutenez-nous dans ce combat, soutenez la tendance marxiste internationale, autant que vous pouvez. Abonnez-vous, faites un don, même modeste, c'est quelque chose qui nous est très utile pour développer nos moyens de communication. Et bien sûr, réfléchissez aussi à nous rejoindre pour construire un avenir digne de l'humanité et de la planète sur laquelle il vit. À bientôt.